Nous sommes le mardi 21 novembre et je serai avec vous jusqu'à 14 heures dans ce nouveau espace de Canal 10. On va avoir des invités différents aujourd'hui, donc monsieur Alain Morin qui est déjà sur place, qui est directeur du Crédit. On va recevoir ensuite Mathilde Sinésius, donc responsable du pôle travail social, qui nous parlera d'un séminaire qu'Anoupé fait ensemble. On recevra ensuite François-Xavier René Boisneuf, gérant de la Factory Guadeloupe, qui parlera de l'exposition du 150e d'Achille René Boisneuf. On aura ensuite Sonia Doriot-Rennes, qui est représentante d'une association qui va parler des violences faites aux femmes. Il s'agira aussi de parler de livres de Thibou, donc avec Patricia Bilba qui est auteure, qui nous présentera ses ouvrages. Par rapport à l'actualité du jour, aujourd'hui on verra le village éco-citoyen qui se déroule au lycée Félix Proto. On verra aussi le début du festival Guada Morpho Street, donc qui est dédié au street art Guadeloupe. Donc c'est la première édition. On reviendra sur le problème de la carrière de vieux forts, donc les politiques qui sont conscients aussi de cette problématique, et on aura une conférence, on reviendra sur la conférence de presse en lien avec la solidarité du peuple haïtien. Donc ça c'est pour les titres du jour. On va développer déjà notre première partie, donc qui est le village éco-citoyen qui se déroule au lycée Félix Proto, donc le lycée en collaboration avec des étudiants du master biologie, écologie, évolution de l'université organise un village éco-citoyen depuis hier dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Donc c'est une manifestation qui permettait de découvrir des initiatives collectives pour expliquer les bons gestes en matière de réduction de déchets, de recyclage et pour sensibiliser à la pollution. On voit un reportage de Solène Fèvre. De la semaine européenne de la réduction des déchets. Et dans ce cadre-là, nous accueillons dans notre établissement des étudiants du master biologie, écologie, évolution pour expliquer quelque part les bons gestes dans le cadre de la réduction des déchets. On a fait des stands où on présente les déchets, comment les recycler. On a fait pas mal de jeux aussi pour qu'ils puissent trouver ça plus ou moins intéressant, pour pouvoir captiver leur attention. Et on leur explique comment réduire leur production de déchets et comment faire en sorte que l'écosystème se renouvelle plus facilement sans pour autant les polluer. Notre stand traite sur le principe des 5 R, c'est-à-dire refuser, réduire, réutiliser, recycler et enfin rendre à la terre. Donc ces principes sont vraiment là pour tendre vers le zéro déchet. Vraiment réduire au maximum ces déchets et avoir des habitudes minimalistes. Recycler, c'est vraiment le dernier recours, mais c'est pas ce qui fait le tout, on va dire, parce que recycler, c'est pas recycler indéfiniment. Les objets ont une durée de recyclage, voilà. En ce moment, il fait super chaud à Guadeloupe à cause du réchauffement climatique. Donc, en fait, grâce à tout ça, ça sensibilise beaucoup plus les jeunes. Donc, ils commencent à comprendre pourquoi il fait chaud, ils se posent des questions. Et puis, ils voient que c'est à cause de la pollution. Donc, aujourd'hui, oui, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés et ils savent qu'ils polluent. Malheureusement, il y en a quand même qui continuent à polluer. Mais du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on fait ce travail-là. Et on fait en sorte de faire que les choses s'améliorent. Nous sommes dans une société de consommation. Donc, nous consommons au-dessus des ressources que la Terre peut nous donner. Donc la jeunesse, c'est la génération future et c'est eux qui auront la planète après. Donc c'est vraiment important qu'ils puissent être sensibles à ça. Donc l'environnement est vraiment un problème à prendre en compte et à développer cette sensibilisation concernant les pratiques, les bonnes pratiques. On va revenir au street art qui est à l'honneur maintenant sur Pointe-à-Pitre. L'association Kilty Art présente Guadamorphose, c'est la première édition et l'objectif est de changer le regard sur le street art. Donc il y aura différents artistes qui sont à la fois locaux et internationaux qui vont présenter leurs projets autour du street art. Et on va avoir un reportage de Solène Fèvre.
L'anamorphose, donc, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est bien évidemment de présenter la technique de l'anamorphose. Qu'est-ce que c'est que l'anamorphose? En fait, c'est une déformation d'une image et en fait, on peut considérer son plan parfait à partir d'un point particulier. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de faire du street art urbain. Donc nous allons avoir le lycée Carnot qui va peindre sur les bacs à ordures qui ont été apprêtés par Cap Excellence. Ils ont été nettoyés et donc ils vont faire des graffitis dessus et ces bacs seront après disséminés dans le cœur de ville de Pointe-à-Pitre, dans les rues Frébeau, Schellcher et Nauzière. C'est pas mon truc en fait l'anamorphose de base parce que c'est vraiment particulier. On perd vite ses repères parce que l'image est déformée et moi j'aime bien, c'est un peu trop technique pour moi, j'aime les choses un peu plus simples, mais chaque peinture est un challenge. De toute façon, si on n'a pas une motivation de se dépasser un petit peu, c'est pas très intéressant si on reste sur ses acquis. La Guadeloupe est une île, doit devenir une île touristique, artistique. On voit que dans le monde, il y a des capitales qui ont ouvert comme ça les murs aux artistes et maintenant il y a vraiment des circuits dédiés. Le fait de faire venir des artistes de l'étranger ou de métropole, on a essayé de prendre vraiment du qualitatif. Il faut savoir que SCAF, c'est vraiment en métropole, c'est le top. Et pareil, Schfir, pareil, en Espagne. Donc on a essayé de ramener quand même des pointures pour que les Guadeloupéens puissent voir des œuvres de qualité. My proposal is very different. I work with sculptures, big buildings, different kind of art. I travel around the world, America, Asia, all Europe, South America, a lot of festivals. And for me it's a great pleasure. I can imagine a best place like this. This island is fucking amazing. So I'm very, very happy to be here. C'est important qu'on prenne vraiment la considération de ces personnes qui font partie de la société. Ils sont différents, ils ont un autre langage, mais pour autant ils sont une partie intégrante de la société et il faut vraiment qu'on puisse travailler, œuvrer avec eux pour qu'ils embellissent, pour qu'ils nous apprennent un nouveau langage, tout simplement. Et donc ce festival se déroule du 20 au 26 novembre, donc différentes choses sont proposées, dont des ateliers hip-hop, mandala. Il y aura aussi un spectacle de mêlant le cirque et la danse, donc vraiment renseignez-vous pour pouvoir vous diriger vers cette manifestation et soutenir leurs actions. On va passer maintenant à notre premier invité, donc Monsieur Alain Morin, donc, qui est directeur du Crédit. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes professeur d'université et directeur du Crédit. Le Crédit, c'est le centre de recherche en économie en droit sur le développement insulaire. Alors, qu'est-ce que c'est et depuis quand ça existe, cette entité? Oui, c'est bien de commencer en précisant qui nous sommes. Oui. Et je dois dire que, surtout sur cette dernière période, l'année 2023, on a une actualité qui est relativement chargée. Sur les ondes, on a beaucoup entendu parler du Crédit. On vient d'avoir l'organisation de toute une série d'événements, mais c'est important de rappeler effectivement que le Crédit, c'est un centre qui a été créé en 2010 et qui a fait suite à la transformation d'un autre centre de recherche qui s'appelait à l'époque le LEAD, Laboratoire d'économie appliquée au développement. Et en 2010, on a décidé donc de s'ouvrir et de ne pas rester cantonné uniquement dans le champ de l'économie, avec des collègues qui viennent des différentes disciplines des SHS, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. Donc nous avons des déclinaisons dans le domaine du droit public, droit privé, histoire du droit, etc. Nous avons des collègues qui sont spécialisés dans le champ de la science politique. Nous en avons d'autres dans le champ de l'économie, ce qui est naturel, puisque c'était l'essence première du Crédit. Et donc, au niveau de l'économie, nous avons les différentes tendances, histoire de l'économie, économie quantitative, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, etc. Nous avons aussi la présence de collègues qui viennent des humanités, c'est-à-dire les langues, la littérature. On a aussi pas mal de collègues qui sont dans le domaine de la gestion. Donc, en fait, tout un panel de disciplines qui sont mobilisées pour questionner notre société, le fonctionnement de notre société, apporter notre regard pluridisciplinaire. D'accord, donc l'idée c'est
c'est de réfléchir vraiment à la Guadeloupe, mais de façon globale dans différents aspects spécifiques, c'est ça? Absolument, oui, oui, parce que c'est ce qui est attendu de la part de la recherche universitaire. Donc dans toutes les universités de France et de Navarre, ainsi qu'ailleurs dans le monde, nous avons une activité d'enseignement et de recherche, parce que en fait, lorsque nous sommes nommés, on a le titre d'enseignant-chercheur. Il y a obligation d'avoir des activités de recherche. Et d'ailleurs, pour progresser dans notre carrière universitaire, nous sommes tenus de mener des travaux de recherche, d'aller sur des activités de publication, d'aller sur les activités académiques. Et nous avons un volet qui est celui d'apporter notre regard sur le fonctionnement de la société. Et c'est vrai que lorsqu'on découvre le crédit sur les ondes, c'est parce que souvent nous sommes sur des manifestations qui portent sur des questions fondamentales qui concernent la Guadeloupe. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, souvent nous sommes en situation un peu plus en sommeil, c'est-à-dire par rapport à l'actualité. Mais nous sommes repliés pour pouvoir mener des travaux de publication, parce que c'est indispensable pour gravir les échelons dans la carrière. Donc des publications, des séminaires, donc on a surtout entendu parler dernièrement du séminaire qui a eu lieu par rapport à la réflexion sur l'avenir de la Guadeloupe. Donc il y a eu sur Fouillol et sur Paris aussi, donc ces deux événements qui permettaient d'avoir une vraie réflexion. Quels ont été les objectifs par rapport à cette thématique en particulier, et comment vous avez abordé les enjeux qui étaient liés à ça? Oui, tout à fait, puisque c'est une question qui est récurrente, ancienne, et sans remonter trop loin dans le passé. On sait très bien qu'il y a un point clé qui est l'année 2003, avec cette consultation qui a abouti à un échec. Et ensuite, on a eu d'autres grandes dates, notamment 2009, et plus récemment, on a eu l'appel des différents présidents et présidentes de régions d'outre-mer de France. Mais en fait, nous souhaitons justement faire passer l'idée que nous sommes à la croisée des chemins et qu'on ne peut plus avoir le luxe du temps d'attendre. Et pour ce qui concerne cette manifestation, il s'agissait de réunir des élus, des universitaires, des cadres et hauts décideurs des collectivités territoriales, et de s'asseoir autour de différentes tables, parce qu'on a fonctionné en atelier, et de proposer notre lecture, et ensuite d'aller sur une vision qui touche à la prospective. C'est la raison pour laquelle on retrouve bien ces différentes disciplines. On a l'histoire qui a vraiment été importante pour revenir sur le passé, faire un bilan. Ensuite, on a aussi tout ce qui concerne l'expertise juridique, parce que là, c'est très important d'aller sur l'évaluation des différents scénarios. Et on a le volet économique. Moi, je m'inscris largement dans le volet économique, puisque, en fait, pour ce qui concerne cette partie, parce que tout le reste fait souvent l'objet d'actualité. Donc, moi, je souhaite, à titre personnel, ainsi que mes collègues qui sont économistes, que je peux nommer, Patrice Borda, Sébastien Matois-Parsad, ainsi que d'autres collègues juristes qui sont avec nous, Déborah Lam-Furley, etc., Maurice Billonnière. Il s'agit pour nous de se projeter, de s'appuyer sur l'analyse de l'existant et de se dire, et surtout que c'est un message que je tiens à faire passer, il faut comprendre que nous sommes sur une période à mi-chemin de la fin d'un cycle. On a plusieurs cycles qui sont en cours. On a le cycle des municipales, on a le cycle du départemental, on a le cycle régional, le cycle présidentiel. Et donc, si vous voyez les calendriers pour les municipalités, c'est de 2020 à 2026. Donc là, on sera bientôt en 2024. Il reste deux ans. On a le cycle pour les prochaines élections départementales et régionales. Donc c'est 2028. Nous serons en 2024. Il reste 4 ans. Le cycle des fonds européens, c'est jusqu'à 2027. Il nous reste encore 3 ans. Prochaine élection présidentielle, c'est 2027. Il reste encore 3 ans. Donc, l'idée majeure que je souhaite faire passer, c'est que nous avons une fenêtre historique de 3 ans, en moyenne, 3 à 4 ans, au cours de laquelle il est possible d'aller vers une approche pragmatique. De se dire, voilà, nous sommes sur ces 3 années, essayons d'aller vers
une accélération de la mise en œuvre des projets pour essayer de transformer ce pays. Donc sur les 3 ans, en fait, l'idée par rapport au colloque, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Eh bien voilà, quelles actions vous voulez mettre en place du coup? Alors nous avons effectivement montré qu'il y a des grandes échéances sur lesquelles on ne pourra pas échapper parce que le monde est en plein bouleversement. Nous avons des grandes urgences. Il y a l'urgence climatique, puisqu'on voit chaque année que nous sommes étonnés à chaque fois par rapport aux seuils qui sont dépassés sur tel ou tel phénomène d'inondation, de climat, de température, etc., de nombreux ouragans. Donc voilà, ça se multiplie, il y a la récurrence. Donc, et il y a d'autres échéances liées notamment aux difficultés financières qui vont découler donc, de cette guerre que nous avons sur le territoire de l'Ukraine. Maintenant, on a vu qu'il y a une nouvelle qui vient de récemment, depuis le 7 octobre. Donc, en fait, nous serons sur des situations de moindre sécurité financière, budgétaire. Donc, l'idée, c'est d'aller vers du développement endogène. Parallèlement à tout ce qui se passera au niveau politique, soit des institutions, soit de quel type de gouvernance que nous allons mettre en place sur ce territoire, il y a surtout lieu aujourd'hui, en parallèle, parce que c'est très important, il faut le faire, mais en parallèle, il faut dès maintenant faire la démonstration que nous sommes capables de transformer ce territoire, d'aller vers un bouquet de nouvelles activités endogènes qui s'appuient sur les ressources du territoire pour pouvoir produire de la richesse localisée sur les différentes communes de Guadeloupe. Donc on fait appel à tous les acteurs qui sont présents en Guadeloupe, mais il faut les mobiliser, les faire travailler ensemble pour aller sur l'exploitation des ressources qui présentent des perspectives avérées. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que bon, l'idée de gouvernance est importante, mais de structurer vraiment le pays pour que, à l'intérieur même, on puisse fonctionner, ce serait la priorité, c'est ça? Ça va ensemble, ça va de pair, puisque notamment si on veut être plus performant au niveau macroéconomique, au niveau de relever les grands défis sous l'emploi, notamment on a la priorisation sur l'emploi de nos jeunes, qui sont nombreux à l'extérieur, mais qui souhaitent revenir. Mais revenir dans quelles conditions? Dans des bonnes conditions. Donc si on arrive à mettre en place un cadre institutionnel pour les accompagner, ben oui, tant mieux, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc les deux sont liés. Mais je parle pour ceux qui relèvent de tout ce qui concerne l'économie, le développement endogène. Et moi, je pense que les autres expertises sont nécessaires, il faut y aller. Parce que nous sommes, par exemple, sur des freins qui se situent au niveau institutionnel. Ça, il ne faut pas hésiter de le dire. Donc, pour terminer ma phrase, il ne faut pas hésiter de le dire, c'est qu'on a des freins qui empêchent une bonne mise en œuvre des politiques publiques. Par exemple, si on veut aller sur l'aménagement du littoral, si on veut aller sur la mise en place de nouveaux projets, un bouquet d'étincelles pour faire émerger de nouvelles activités. Les activités, il y en a beaucoup. Moi, je travaille en ce moment sur cette thématique. Il y a lieu de mettre en place des emplois qui aujourd'hui ne sont pas visibles, mais qui demain vont mobiliser des compétences Bac plus 5, Bac plus 6. Donc pour cela, on a un véritable millefeuille qui bloque par exemple l'action à mettre en place sur le littoral. Et c'est la même chose dans différents domaines. Du coup, alors, quelle serait la meilleure option pour pouvoir justement mettre en place tous ces métiers qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore mis en lumière par rapport à la gouvernance? Est-ce que c'est l'autonomisation? Est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce qu'il y a un autre statut qu'il faudrait mettre en place ici? Il faut aller sur l'optimisation du fonctionnement actuel de la gouvernance qu'il faut réformer. C'est même pas seulement optimiser, mais il faut réformer, revoir les choses. On ne peut plus rester sur cette logique où la plupart des grandes décisions sont prises à Paris, sont imposées ici. Et pour cela, il faut que tout se fasse avec la population, avec les élus, nos décideurs locaux, qui sont en ce moment aux manettes là-dessus. Hein. Et donc si on a eu un tel succès avec cette collaboration, ce croisement des regards, avec ces réunions en atelier avec les élus en Guadeloupe le 4 novembre et à Paris au Sénat le 18 novembre, c'est parce qu'il y a bien une envie de ne plus rester dans le statu quo. Mais tout ceci au service d'un projet pour aller vers plus de prospérité économique, sociale, environnementale. Et ça, je crois que nous avons tous les leviers pour pouvoir aller sur des choses moi, j'ai toujours une vision pragmatique.
Mon pragmatisme, c'est de se dire, voilà, nous avons 3 à 4 ans, investissons un certain nombre de champs prioritaires, parce que nous avons des champs tels que industrie culturelle et créative. Il y a tellement de réponses à structurer, à mettre en place, qui sont en attente et qui demandent à mobiliser les efforts de tout un chacun. On a, par exemple, le champ de l'économie du sport. Nous sommes terre de champions. Mais oui, on a les ressources, justement, qui démontrent que nous pouvons réussir dans ce domaine. Mais par contre, parallèlement, il faudrait maximiser la création de revenus à partir de ce tissu d'économie du sport. Juste un exemple pour illustrer. Moi, je rêve d'avoir demain des clubs majeurs tels que le CSM, tels que l'Étoile de Moanalo, tels que le DO, parce que ce sont des institutions qui sont très fortes dans ce domaine. Mais puissent bénéficier d'un certain nombre d'emplois permanents, puisque à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Or, des outils existent pour aller vers cette orientation. Et on peut multiplier les exemples. Si on va dans le domaine de la mer, du littoral, il y a pléthore d'exemples, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, on a besoin de mobiliser donc, les institutions pour se mettre au service de ce développement et d'aller vers la prospérité économique, sociale, environnementale. Du coup, en fait, les politiques qui ont participé à ce séminaire, qui sont maintenant sur le congrès, ils vont utiliser les réflexions que vous avez pu avoir dans les projets qui vont être mis en place. On va en tout cas. Oui, voilà. En fait, nous avons amorcé le débat pour l'orienter vers une approche, comme je disais tout à l'heure, je me répète, un peu pragmatique. On a des questions fondamentales. Par exemple, l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est un sujet qui est un peu galvaudé, sur lequel on a chacun une opinion, sur lequel effectivement il y a des choses qu'on voit, on a l'impression que c'est facile d'en parler, mais c'est un sujet qui est très complexe. L'octroi de mer a été mis en place par l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui accrédite au terme de chaque cycle la reconduction ou non du dispositif. Et pour cela, il y a des véritables expertises à mener pour savoir est-ce que c'est un impact effectivement de préservation de la production locale, puisque c'était ça le but premier. Et là-dessus, il y a des travaux de macroéconomie quantitative qui ne sont pas spécialement des plus aisés. Donc on a besoin de discuter pour voir comment ça se met en place. De la même façon, si on va sur la réforme, par exemple, le gouvernement a de sa ligne de mire les fameux salaires, les sursalaires, les fameux 40% chez nous. Oui. Mais nous devons, à l'échelle locale, développer notre propre expertise. Parce que le gouvernement vous avance tel argument, il faut venir avec un argument qui soit fondé pour discuter et contrer cet argument. Et sur des bases solides. Donc ça, on a besoin d'aller en discuter avec les acteurs de la gouvernance. D'accord. Quels sont les projets, initiatives du Crédit Futur, en fait, quelle vision, mais en tout cas, objectif vous avez pour les mois à venir Tout à fait. Alors, j'aimerais rappeler que nous avons, durant l'année 2023, eu plusieurs événements. Il n'y a pas eu que le colloque sur Constitution et politique publique. Donc, on a eu, notamment en début d'année, un colloque sur le carnaval. Je voyais, ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Le carnaval, la mise en place d'un écosystème économique et culturel autour du carnaval. On a eu aussi un colloque et qu'on va reconduire. Nous sommes en train de travailler sur la préparation d'un colloque sur l'économie du rhum. On a eu un grand colloque sur, c'était d'ailleurs hier, droit et théorie juridique. C'est tenu hier sous l'impulsion de deux collègues qui sont très dynamiques, Madame Vinali Fakaiton Chevy et Madame Valérie Doumeng. On a eu aussi des colloques sur participation qu'on a organisé à l'extérieur. Il y a eu ce colloque au Sénat, mais il y en a eu d'autres aussi avant, notamment au Conseil économique et social national. On a eu de la participation à des colloques à l'île de la Réunion,
Donc on a tout ce travail qui se met en place. Et pour l'année 2024 qui arrive, eh bien, on a aussi un certain nombre de rendez-vous qui sont prévus et sur lesquels on va s'impliquer sur le droit des affaires, par exemple, qui sera piloté par Madame Brigitte Fakora-Gaspard. On a aussi l'économie du Rhum que nous allons aussi proposer. On souhaite aller aussi vers une réflexion et un travail en partenariat avec d'autres regards de professionnels, un peu à l'image de ce qu'on a fait avec les élus, sur l'octroi de mer. Donc on a aussi des ouvrages qui sont en préparation et qui seront publiés. Donc voilà, nous sommes sur tous ces défis. Et je le répète encore une fois, il s'agit de se questionner, de se rassembler pour se mettre au service du développement économique et social de notre territoire. D'accord, merci beaucoup Monsieur Alain Morin pour votre intervention et pour avoir expliqué justement tout le fonctionnement du crédit. On va enchaîner avec notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure pour recevoir nos autres invités. À tout de suite. Vous êtes bien dans le ZCL News. On va continuer ensemble donc cette deuxième partie d'émission et on va recevoir tout à l'heure Madame Mathilde Sinésius, donc qui est responsable du pôle travail social à la CAF, qui va nous parler d'un séminaire qu'Anoupé fait ensemble. Bonjour. Bonjour. Et on va recevoir aussi Madame Sonia Derioren, qui représente l'association Kumbit Femmes Caraïbes et qui va parler d'une manifestation qui aura lieu le 25 novembre. C'est ça. Bonjour. On va revenir ensemble sur le journal, donc sur les titres. Nous avons déjà évoqué le village éco-citoyen qui se déroule au lycée Félix Proto, ainsi que la première édition du festival Guadamorphose Street Art, donc sur Pointe-à-Pitre. On va revenir ensemble sur la carrière de Vieux-Fort. On a parlé de ce problème justement hier en lien avec cette manifestation qui a été organisée par les riverains pour dire non à l'exploitation de cette carrière. Et maintenant, les politiques répondent à cette manifestation, ils sont conscients de cette problématique et on va voir un reportage qui a été fait par Olivier Félix. Chaque intempérie, chaque mauvais temps, il faut faire des travaux d'envergure pour rendre à nouveau la route accessible et libérer donc des problèmes donc de sable. Nous l'avons vu pour Fiona, nous l'avons vu il y a quelques temps pour Philippe, je crois, nous l'avons vu très récemment. Et ce sont donc des coûts importants que le département doit dépenser, alors que nous savons la cause, c'est la sablière. Nous avons fait des constats d'huissier, nous avons fait même des relevés avec la préfecture par la gendarmerie. Et aujourd'hui, nous passons à une autre phase. Donc on va intenter un procès contre la sablière qui n'assure pas et qui cause ces différents problèmes, aussi bien pour la route RD6 et on a vu, même pour la marina. C'est important pour nous, commune de Gourbert, parce que le collectif, on l'avait déjà reçu, donc on a écouté leurs doléances, mais on est aussi dans cette démarche de construction. Pour vous dire tout simplement, on n'est pas seulement dans des mots, mais aussi des prises de position vis-à-vis des services de l'État, soit la DEAL, ou même plus loin la carrière, ou même plus loin, très prochainement, il y a un courrier qui est en élaboration avec le maire de Vieux-Fort, que j'avais encore ce matin, qui est hors du département, qui sera adressé par la ville de Gourbert et également la ville de Vieux-Fort, adressé au président de la République sur cette situation problématique de la carrière en période de pluie diluvienne. Donc nous sommes en action, mais il faut rappeler aussi que la concession qui a été accordée en 2013, donc on a encore 20 ans de concession et qui a été renouvelée, a été fait dans une mandature précédente en 2013, comme je l'indique, mais qui est donnée par les services de l'État. Et je rappelle encore cette semaine qu'il y avait un suivi du respect de la réglementation environnementale par les services de l'État, la carrière. Il y avait un représentant de la ville, le premier adjoint, qui a aussi présenté les doléances de la ville et dans les conditions, le suivi est fait et très souvent pas toujours respecté. Nous travaillons quasiment quotidiennement sur ce dossier, mais ça va avec le temps de l'administration et en espérant aussi que l'opinion publique, ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, mais aussi mettre la pression aussi sur les décideurs, tant les services de l'État et précisément la DEAL qui doit assurer le suivi de la carrière, le respect de la réglementation
Et nous jouons pleinement notre rôle, mais ça ne se fait pas forcément sous l'œil des caméras. Ceux qui ne passent pas à la télé, je veux rappeler, existent. Voilà, donc un sujet qui est encore prégnant, qui n'est pas encore résolu. On va voir maintenant la conférence de presse qui a été réalisée en lien avec une solidarité pour le peuple haïtien. Il faut savoir que Haïti est plongé dans une terreur permanente avec des kidnappings, des crimes, des assassinats. Et donc les Guadeloupéens se sont mobilisés contre cette terreur des gangs. Les travailleurs et le peuple guadeloupéen uni à la diaspora haïtienne s'est réuni pour décider de dire assez, et c'était l'occasion d'en parler lors d'une conférence de presse. On va voir un reportage ensemble de Charlie Dagonia. Cette conférence de presse en fait a été mise en œuvre par un ensemble d'associations haïtiennes et guadeloupéennes, donc dans le but en fait de ne pas oublier tout ce qui se passe en Haïti depuis quelques années, et surtout pour marquer aussi en fait la solidarité avec le peuple haïtien par rapport à tout ce qui se passe en Haïti depuis quelques temps. Donc cette conférence de presse s'inscrit dans une logique d'action. D'accord, donc on a la conférence de presse ce matin, ensuite on aura un meeting vendredi soir à Georges Tarrer. Et puis les autres actions seront à définir après avec l'ensemble des associations. C'est très important de mobiliser le Guadeloupéen, les Guadeloupéens et plus largement tous ceux qui vivent dans notre pays par rapport à ce que subit le peuple haïtien depuis des décennies bien sûr. Mais actuellement, la situation est devenue insupportable. La souffrance du peuple haïtien ne tombe pas du ciel et il est important qu'il puisse se manifester une solidarité caribéenne vis-à-vis de ce peuple martyr parce qu'il a déjà tant apporté pour la lutte de ce que nous sommes dans la Caraïbe pour mériter aujourd'hui de notre solidarité. Le message à faire passer, c'est tout simplement la solidarité et la sensibilisation par rapport à ce qui se passe en Haïti, puisque c'est quelque chose d'assez terrible, donc il ne faut pas oublier ce qui se passe. Donc il ne faut pas que cet événement, donc l'ensemble des événements qui se passent en Haïti actuellement soient tombés dans l'oubli et dire bon, ce sont les Haïtiens, ils sont habitués, encore une fois, eux, non. Donc ce qui se passe là-bas n'est pas normal, donc c'est ce qu'on veut dénoncer en fait à travers l'ensemble de ces actions. Voilà un peuple, et notamment les travailleurs et les pauvres, qui sont à la merci de ces gangs-là, il faut se poser la question, à qui profite le crime ? À qui profite le crime? Et c'est ce que nous dénonçons. Et nous disons donc aux camarades que nous sommes solidaires, d'autant plus qu'on connaît la situation. Pour qu'un Haïtien, notamment, puisse venir ici dans le cadre de l'immigration, il faut qu'il emprunte 7 à 8 000 euros et qu'il doit rembourser. Là, il y a un désespoir, une misère des plus totale, et nous interpellons donc tout le monde et nous disons aux travailleurs et notamment au peuple haïtien, on n'a pas de leçon à leur donner, c'est se rassembler et pour mettre fin à cette barbarie organisée, structurée, parce que là c'est vraiment trop. Voilà pour les titres. Alors, on va recevoir maintenant Mathilde Sinésus, donc qui est responsable du travail social à la CAF, et donc qui va nous parler de ce séminaire qu'Anoupé fait ensemble, donc directement en lien avec la violence, pour pouvoir éliminer les violences faites aux femmes. Et donc c'est bien parce que nous avons en même temps, c'est Madame Sonia Dorio qui représente l'association Femmes Caraïbes et qui va parler Combi de Femmes Caraïbes, pardon. Et qui va parler justement d'une manifestation en lien avec cette problématique. On va déjà dans un premier temps peut-être donner des chiffres, je ne sais pas, par rapport à cette problématique de violence. J'ai vu qu'il y avait 48% des femmes résidant en Guadeloupe qui déclaraient avoir été victimes déjà d'interpellation, 10% de victimes d'harcèlement et 3% qui ont vraiment des actes de violence sexuelle. Donc c'est un vrai problème pour les femmes. Et donc avec la CAF, vous avez pour mission de sensibiliser à cette problématique et organiser ce séminaire qui est à la fois pour les
professionnels, mais pour les allocataires. Donc, pour les professionnels, le séminaire, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, en effet, la CAF organise depuis 2011 la journée Joue la c'est en nous, qui est effectivement à l'adresse des allocataires de la CAF qui sont suivis par les travailleurs sociaux de la CAF et aussi les partenaires de l'action sociale. Donc cette journée, c'est une journée vraiment de prévention et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, expliquer aux femmes les signes précurseurs de la violence, comment ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est effectivement victime de violence, comment s'en sortir, comment partir du domicile lorsqu'on est vraiment en danger. Et donc avec les différents partenaires de l'accompagnement des victimes, donc nous faisons ces journées. Et on a aussi bien sûr à côté des actions d'information, des actions aussi de sensibilisation sur la valorisation aussi de soi. Parce que lorsqu'on est effectivement courbé sous les coups, ou bien lorsqu'on est meurtri, on a aussi besoin de se retrouver, de se ressourcer et d'être nous-mêmes. Donc avec des partenaires aussi prestataires, notamment nous avons notamment les écoles d'esthétique et de coiffure du département où les femmes peuvent avoir effectivement une coupe de cheveux, un coiffage qui leur permet de se retrouver, d'être belles, de retrouver un petit peu leur dignité. Excusez-moi. Et donc ça permet donc à la femme de se retrouver, comme je disais. Donc cette année, nous avons effectivement un séminaire que nous avons préparé à l'adresse des professionnels, puisque depuis que ce fléau existe, la CAF s'est emparée de ce sujet. Et cette année, l'action s'est vraiment axée sur l'accès aux droits des victimes de violences faites aux femmes. Et donc ce séminaire s'inscrit totalement dans les ambitions de la CAF, puisque en termes de parentalité, notamment sur la signature de la COG entre l'État et les CAF, ça s'inscrit vraiment dans cette COG et les CAF s'emparent de ce sujet. Et nous l'avions déjà fait depuis 13 ans, puisque depuis 2011, nous déroulons cette synergie avec les partenaires et nous allons faire ce séminaire. Donc le mercredi 22, donc ce sera à la Cité des métiers du Rézé, donc à l'adresse des différents partenaires, comme je vous disais, de l'accompagnement des victimes. Donc c'est destiné aux professionnels. Pourquoi ? Parce que ces professionnels peuvent détecter en fait les problèmes, peut-être voir les personnes qui sont victimes de violences, c'est ça ? Oui, justement, donc ce sont les professionnels qui accompagnent les victimes, donc en termes d'information, en termes d'écoute, en termes de prise en charge aussi sociale, sur le volet aussi économique. Donc tous ces professionnels ont l'habitude de recevoir ces victimes, de les écouter, et aussi nous avons aussi une synergie de collaboration entre services, entre associations, et justement la thématique de ce séminaire, c'est de permettre une meilleure collaboration entre les professionnels. Donc justement le sujet, c'est Canopé faire ensemble. Donc Canopé faire ensemble, nous allons dérouler ce séminaire autour bien sûr de tout ce qu'on a fait sur le Joue la ça c'est en nous, sur les missions de la CAF. Nous allons aussi permettre aux partenaires de pouvoir intervenir sur leurs missions, et nous allons aussi permettre aux différents professionnels qui seront avec nous. Nous avons déjà beaucoup d'inscriptions. Nous allons leur montrer aussi ce qu'est le parcours d'une victime de violence conjugale, comment les professionnels justement prennent en charge ces victimes, que ce soit à tous les stades. Ça peut être au niveau d'une personne qui ne sait pas vraiment qu'elle est victime de violence conjugale, mais lorsqu'on lui aura expliqué comment arrivent les signes précurseurs, elle va se dire « Ah, finalement, je suis peut-être dedans ». Donc, ça va permettre à tout un chacun de se situer. Et pour celles qui sont vraiment victimes avec des coups, avec des brimades, avec toutes sortes de choses qui sont infamantes, on va leur permettre de pouvoir peut-être prendre la décision de partir, ou celles qui sont déjà parties, de bien savoir qu'elles sont dans le processus et qu'elles sont accompagnées par les différents acteurs. D'accord. Vous avez parlé de quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, sur lequel on peut revenir, c'est détecter en fait à quel moment on est en situation de violence. Est-ce que on peut en donner quelques points pour les auditrices qui sont à l'écoute maintenant de Canal 10, parce que c'est important. Parfois on ne fait pas attention à la première gifle, donc on dit bon,
il était un petit peu fatigué, j'ai peut-être fait quelque chose, donc voilà. Mais la première gifle, parfois il faut faire attention quand ça arrive. Il y a une ambiance à la maison qui fait que peut-être qu'on n'a pas fait le repas, il était un petit peu trop salé, il n'était pas comme il fallait, on reçoit encore une gifle. Donc là, ce sont des signes précurseurs. Et lorsqu'aussi un homme peut éloigner une femme de sa famille, peut faire en sorte qu'elle n'ait pas d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, à ses besoins propres. Donc ça aussi, c'est de la violence. C'est de la violence économique. Donc aussi, tous ces signes-là permettent aux victimes, ça peut être une femme ou un homme, hein. C'est pas toujours les femmes, on dit violence envers les femmes, mais c'est vraiment de la violence intrafamiliale. Et donc ça permet à la personne de se situer, de bien comprendre lorsqu'elle est victime, qu'est-ce qui est arrivé, à quel point elle en est là maintenant. Est-ce qu'il y a plus de violence maintenant qu'avant, ou bien c'est parce qu'on en parle plus? Effectivement, c'est moins tabou. Mais les violences, les professionnels le disent, sont de plus en plus violentes et de plus en plus difficiles et de plus en plus, je peux dire, c'est des coups, mais parfois, vous savez, les victimes, on en entend. On a beaucoup de victimes qui meurent sous les coups d'un conjoint et ça, c'est vraiment difficile. D'accord. Donc l'idée vraiment avec ce séminaire, c'est de pouvoir optimiser la prise en charge des personnes donc, qui ont subi ces violences et de mieux coordonner en fait les actions entre partenaires pour que les personnes puissent peut-être sortir de leur milieu aussi, c'est ça? Oui, pour que les personnes puissent vraiment sortir de leur isolement, que les partenaires aussi puissent savoir que justement on forme une chaîne, hein, chacun est un maillon de cette chaîne et que nous pouvons à tout moment aider les victimes qui sont victimes de violences conjugales. Donc c'est vraiment pour mettre en place une coordination entre les acteurs et faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions ensemble pour pouvoir aider les victimes et de mieux en mieux les accompagner. Donc j'ai vu que sur la journée, donc c'est demain, mercredi, on peut s'inscrire encore, les professionnels peuvent venir. On a encore quelques places. Oui. On peut donc directement voir sur quoi? Sur le site de la CAF ou oui, nous avons une infoline. C'est le 17 07 84. Donc les personnes vont appeler et nous allons pouvoir leur préciser et leur faire l'inscription. D'accord. Et donc ça se passe à la CAF directement? Non. Ça se passe à la Cité des métiers. Ouais. Donc ça c'est la première action. Et nous avons la deuxième action, si vous voulez que j'en parle maintenant. Voilà. Donc c'est la deuxième action. Donc ça se passera le lendemain. Donc c'est le jeudi 23. Donc c'est à l'adresse des allocataires dont je parlais tout à l'heure. Donc ce sont les personnes qui sont suivies par les travailleurs sociaux de la CAF, les partenaires que sont les CCAS, le conseil départemental, les associations d'aide aux victimes aussi. On peut citer quelques-uns, Guadave, Initiative Force Victime, Attitude Médiation, etc. Et donc ça permet le conseil départemental aussi bien sûr. Et nous avons donc cette journée donc pour permettre aux familles de pouvoir venir s'informer puisque nous aurons le partenariat aussi des bus, des différents bus de la parentalité, des bus France Service qui vont nous permettre aussi d'être des outils, des vecteurs d'information. Et bien sûr, ça se passe à la CAF. Donc, tous les agents de la CAF aussi seront sensibilisés à la cause puisque nous avons des agents, des personnels qui reçoivent le public, mais nous avons aussi d'autres partenaires qui écoutent le public au travers du téléphone, au travers aussi des dossiers. Ils voient passer des choses. Donc, ça permet donc de pouvoir sensibiliser tout un chacun et qu'ils puissent avoir l'information auprès des partenaires et qu'ils puissent orienter les publics vers ces partenaires pour une meilleure prise en charge. Est-ce que ce bus se déplace sur la Guadeloupe ou ce sera... Oui. Donc là, ce sera dans les jardins de la CAF. Oui. Donc tous les bus seront postés pour justement permettre que l'information soit effectivement itinérante, si vous voulez, dans les jardins de la CAF. Mais en fait, par la suite, tous ces bus-là ont un planning de déplacement au travers des différents territoires de la CAF. Ils sont organisés par EPCI, donc toutes les EPCI de la Guadeloupe, pour porter de l'information et surtout de l'accès aux droits au public. Donc c'est pour l'accès aux droits CAF, mais aussi l'accès aux droits des partenaires comme les impôts, la poste, tout ça. D'accord. Et j'ai vu qu'il y a des ateliers justement familiers, donc comme vous parliez de tout ce qui a trait à l'estime de soi, la valorisation de la femme justement, après avoir subi ces violences, parce que ça atteint vraiment qui je suis, la valeur de ce que je me donne en tout cas. Donc l'idée c'est avec ces ateliers de pouvoir renforcer l'estime d'elle-même, de soi, c'est ça? Tout à fait, de renforcer l'estime de soi, de s'en sentir importante, de se sentir digne, de se sentir soi-même, de pouvoir toujours avoir la tête haute pour voir à l'éducation de ses enfants. Donc ces ateliers, c'est du coaching
coaching, c'est du relooking, ce sera de la coiffure, de l'esthétique, des ateliers aussi créatifs qui permettent aux gens de se poser et de se dire voilà, je suis moi, je sais faire ça, je pourrais effectivement prendre des petits moments de recul avec moi-même pour pouvoir repartir. D'accord, je vais rebondir avec Madame Sonia Derioren, donc qui représente l'association Kumbit Femmes Caraïbes. Donc le 25, c'est la journée donc de lutte contre ces violences internationale de lutte contre les violences faites. Voilà. Donc vous avez une manifestation du coup que vous organiser un déboulé, enfin pas un déboulé vraiment, mais une déambulation. Une déambulation, voilà, pour rendre hommage justement à ces femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de cette manifestation? Alors cette manifestation, donc comme vous l'avez dit, c'est le samedi 25. Elle va commencer à 9h au niveau du parvis du centre culturel Sonis. Et nous allons ensuite partir à la rencontre des gens au marché à Montréal et ensuite dans la rue Frébeau pour arriver vers 11h sur le marché aux épices et faire une performance, c'est-à-dire, pour l'instant, il faut venir voir. D'accord. Donc, qui aura pour but, comme toute la manifestation, mais là, nous allons prononcer le nom des 120 femmes à peu près, puisque c'est à peu près chaque année. Alors, c'est sur l'ensemble du territoire français qui a ce chiffre-là, c'est évidemment pas en Guadeloupe, mais chaque année à peu près, il y a 120 féminicides. Le mot, quand on tue une femme parce qu'elle est une femme, ça s'appelle un féminicide. Voilà, ce mot existe. Et donc, on va prononcer leur nom. Et ce qui est très bien aussi, c'est que nous aurons les pancartes de l'association Force de Madame Gaspard Méride. Et cette association a collecté depuis 2001 les femmes victimes de féminicide, leur nom et la cause de leur assassinat. On a les noms et on va prononcer leurs noms pour dire qu'on se souvient d'elles. C'est terriblement impactant, j'imagine, déjà d'avoir cette liste et de pouvoir le prononcer. C'est leur donner aussi une forme de reconnaissance. Voilà, et d'hommage. Dans l'oubli, parce que les crimes de féminicide sont des crimes particuliers. On tue des femmes parce qu'elles sont des femmes. Oui, c'est grave. Voilà, c'est pas on a tué quelqu'un, c'est on a tué parce qu'elle était une femme. Et comme Madame le disait tout à l'heure, il y a tout un phénomène d'emprise. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas de petite violence. Il faut se dire qu'il n'y a pas de petite violence et que la violence, elle est partout. Il y a des violences symboliques, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que on ne va pas donner de l'argent pour acheter à manger, ou bien je ne suis pas content, donc je te punis. Je te punis parce que manger la pâte est bon, etc. Trop salé, voilà. Et puis tu vas prendre des coups, voilà. Et donc ça détruit petit à petit. Donc on a des violences économiques. On isole aussi. Le phénomène d'emprise, c'est qu'on va isoler. Il faut que les femmes le sachent, c'est qu'elles vont être isolées petit à petit, à la fois de leur famille, à la fois de leurs camarades. Et en fait, la stratégie des hommes qui commettent ces violences, c'est comme une prise d'otage de l'intime. Voilà. On ne respecte plus la personne qu'on a en face de toi et on va la dénigrer. Ces femmes vont être dénigrées, dévalorisées. Et c'est la violence qui est une violence symbolique à ce moment-là. Elle va passer à une violence réelle avec des coups et en s'attaquant à physique. Et en fait, toutes les victimes, toutes les femmes qui sont rescapées de féminicide quelquefois, racontent comment c'est petit à petit que tout se met en place et qu'en fait, on n'arrive plus à en sortir. C'est comme si on avait fait une cage autour de la personne et que chaque violence était un barreau qu'on avait mis dans cette cage-là et on ne sait pas comment s'en sortir toute seule. C'est le côté insidieux, en fait. Absolument. D'emprisonnement mental, en fait, qui au final
on ne sait pas comment s'en sortir. Et l'idée, c'est aussi d'aller vers les professionnels, de dire peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et de sentir que ce petite chose qui ne va pas peut être un signe et annonciateur de plus. D'aller vers les professionnels, mais en même temps de connaître, il faut qu'on informe, il faut que les personnes, et en particulier les femmes, parce que la majorité des crimes de violence s'exercent contre les femmes, même s'il y a des hommes qui subissent des violences, et donc il faut très tôt prendre en charge ces violences. Il y a une éducation, il faut éduquer les gens très tôt, mais bon, il faut aussi que... Il faut éduquer les femmes et les hommes. Tout le monde, parce que la violence, c'est l'affaire de tous. Oui. C'est l'affaire de tous. Et d'ailleurs, dans cette manifestation de samedi, les hommes seront à nos côtés aussi, parce que se confronter à la violence, lutter contre la violence contre les femmes, et non pas simplement faite aux femmes, comme l'annonçait Marie, mais c'est contre les femmes. Voilà. Les violences s'exercent parce qu'elles sont des femmes. Donc, lutter contre les violences à l'encontre des femmes, c'est l'affaire de tout le monde. Et il faut que notre société soit moins violente et qu'on ne banalise pas, elle avait fait telle chose, alors sinon, le mari est fatigué, il est rentré, comme ça. Non, c'est pas de sa faute. Non, voilà. Il y a des violences qui peuvent déboucher aussi, alors physiquement, sur des viols conjugaux aussi. Cette notion-là, elle existe. Hein, et il n'y a pas... voilà, c'est tous ces phénomènes qu'il faut comprendre. Et en allant vers les gens, on va essayer de leur donner aussi, de leur expliquer. Parce que le consentement, c'est vraiment la base. C'est la base. Voilà. On en parle beaucoup en ce moment. Oui, c'est vrai. Donc, alors, pour votre manifestation, est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce qu'il y a moyen de rejoindre le mouvement C'est évidemment une manifestation qui est ouverte à toutes et tous. Il suffit d'avoir un t-shirt blanc. Et voilà, et puis de vouloir parler, de vouloir être là, de vouloir soutenir, de vouloir crier aussi. Le nom des femmes va être important, et puis on va finir aussi par notre hymne, par notre chant du Kumbit, et tout le monde est invité à bailler la voix. D'accord, donc c'est samedi à partir de 9h, donc départ Sonis. Départ Sonis, alors c'est long, c'est un petit peu long, mais départ Sonis, on va ensuite au marché à Montréal, on parle avec la population, les gens qui voudront bien nous écouter. Ensuite, deuxième étape, c'est dans la rue Frébeau. Là aussi, on va expliquer ce que sont ces violences et comment se mettent en place ces mécanismes d'enfermement, d'isolement. Et puis, on va finir en apothéose, avec le rappel des noms de ces femmes assassinées, et puis aussi par le chant pour... Un numéro de téléphone éventuellement? C'est une adresse mail pour l'instant. Voilà. Alors c'est kumbitfemmescaraïbes@gmail.com, kumbitfemmescaraïbes en entier et @gmail.com. Donc ce samedi 9h, et sinon donc on a dit demain à partir de 9h pour les professionnels, et donc jeudi c'est pour les allocataires, donc ça c'est à partir de 9h aussi. Tout à fait. Voilà. Et je vais rappeler que notre édition, la deuxième édition, est marrainée par Madame Justine Bénin, qui est la coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes. D'accord. Merci beaucoup mesdames d'être venues sur le plateau. On va enchaîner avec notre deuxième coupure publicitaire et on revient avec nos différents invités pour finir l'édition de ce jour. À tout de suite. Et rebonjour, alors il est 13h39, on va enchaîner sur notre troisième partie de ZCL et on va recevoir donc Patricia Bilba qui est auteure, bonjour, ainsi que François-Xavier René Boisneuf, donc qui est gérant de The Factory Guadeloupe et qui parlera de l'exposition du 150e d'Achille René Boisneuf. C'est ça, le talent d'Achille. Talent d'Achille. Alors, pour juste revenir sur le focus du jour, si on peut avoir à l'antenne. Alors, manger bec. Alors, songez pas manger bec. Vous, n'hésite pas. Donc, c'est extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Recoq, et Moïse Benjamin. Donc, c'est Parole à Pays-là. Voilà. Je ne connaissais pas. Vous connaissiez?
Moi je connais ça, oui, c'est Benzo. Et À l'aise pour parler créole aussi, c'est un livre que j'ai offert à un de mes petits cousins qui vit au Canada, justement, qui a jamais parlé créole, et c'est une très bonne méthode. D'accord. Mais cette expression-là, je la connaissais pas. Donc, on va faire un petit focus sur apparemment Henri Bangou qui s'est éteint aujourd'hui à 101 ans. Donc, qui était un jeune médecin, maire de Pointe-à-Pitre, sénateur, militant au sein du Parti communiste français. Il a créé le PPDG et dont il devient le premier président. Il a mené une grande politique de transformation urbaine sur la ville de Pointe-à-Pitre en rénovant beaucoup de quartiers qui souffraient d'insalubrité. Et donc, on envoie toutes nos condoléances à sa famille. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur sa mort et sur tous les travaux qu'il a pu faire pour la Guadeloupe et pour la ville de Pointe-à-Pitre. Voilà. Alors, on va parler maintenant donc peut-être de Pointe-à-Pitre, du coup. Tant qu'à faire. Donc, François-Xavier René Boisneuf, donc vous êtes l'arrière-petit-fils de Achille René Boisneuf. Qui était lui aussi maire de Pointe-à-Pitre, donc la transition est vraiment toute trouvée. Voilà, aujourd'hui. Et donc, vous parlez de l'exposition Talons d'Achille, donc qui représente plusieurs articles de presse, photos, vidéos, d'archives qui regroupent un peu l'immersion de la Guadeloupe dans post-esclavagiste. C'est ça. Voilà. Donc l'idée en fait c'était de faire un focus, ou en tout cas de mettre la lumière sur cette période qui est très méconnue des Guadeloupéens, puisque il s'agit juste du sortir de l'esclavage et donc de l'accession des premières populations noires au droit de vote, et donc de facto de l'accession des Noirs au jeu politique, je dirais, puisque avant ça, la chose politique était l'apanage, je dirais, des colons et des mulâtres. Il n'y avait pas de noirs en politique. Donc c'est à partir du moment où les populations noires vont être autorisées à voter que logiquement vont apparaître les premiers leaders noirs, dont le premier, je dirais, le plus emblématique d'entre eux est Hégésippe Légitimus. Pareil, lui aussi en Guadeloupe, c'est un nom de boulevard, mais personne ne sait ce qu'il a fait. Hégésippe Légitimus, c'est le premier à se lever et à créer ce qu'on va appeler le comité de la jeunesse républicaine, qui est l'ancêtre du Parti socialiste guadeloupéen en fait, et qui va être créé en fait pour expliquer aux populations noires, mais les gars, on est les plus nombreux, il faut qu'on s'organise en fait, parce que les autres décident à notre place alors que c'est nous la masse. Et donc il va signer des textes comme nègre en avant, bref, ça va être le premier qu'on va considérer comme un négriste, et donc qui va vraiment prendre cette position. Lui, Achille René Boisneuf, à cette époque-là, et également rentre en politique à cette époque-là, il n'a même pas 20 ans, et donc aux côtés de Légitimus, et ils vont faire un bout de chemin ensemble avant malheureusement de se séparer pour une divergence d'opinion, puisque Légitimus par la suite va créer ce qu'on va appeler l'Alliance Capital-Travail, qui est en fait une alliance avec les usiniers, c'est-à-dire avec ceux-là même qui dénonçaient quelques temps avant, et donc ça, Achille René Boisneuf, ça passe pas, et donc du coup là ils font scission. Et là Achille René Boisneuf va prendre des positions, je dirais, un peu plus souples que Légitimus, et va ouvrir justement le champ de la revendication, non seulement aux populations nègres, mais aussi aux populations mulâtres, parce qu'il considère qu'elles sont toutes les deux victimes des mêmes exploiteurs qui sont donc les colons. Donc voilà un peu pour faire court l'histoire. Et donc cette histoire-là, ça en fait, elle m'a été inspirée par ce petit bouquin avec lequel je me balade tous les jours maintenant. Partout, je l'ai épluché dans tous les sens, et c'est lui qui m'a permis justement de créer cette exposition, et également de créer le film documentaire qui va avec, parce qu'en fait l'exposition n'est finalement que le résultat du film documentaire que je suis en train de co-réaliser avec Daniel Landju, et en partenariat avec le conseil départemental de
de la Guadeloupe qui m'a permis de réaliser tout ça, l'expo, le film, tout. Donc le film c'est prévu il est en tournage. Alors là on est en tournage, on n'a pas encore fini de tourner toutes les images, mais on a déjà quand même pas mal de choses, et après il y a toute la partie montage, mixage, et ça prend quand même pas mal de temps si on veut faire quelque chose de propre, et donc je pense que ça devrait sortir premier semestre de 2024, mais je préfère pas donner encore de date puisque on est encore en plein tournage, donc voilà. Mais tout ça pour dire que il y a des grands personnages qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe. On n'en parle pas assez, ils sont pas assez mis en valeur, et je pense que notre jeunesse a besoin de ces modèles, puisque on n'est pas qu'une terre de champions de sport, hein, c'est bien, hein, tu vois, on est fort en sport, waouh, tout le monde le sait, c'est génial, mais on a aussi des intellectuels qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur époque, et qui ont fait des grandes choses pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir tous les droits qu'on a là. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que jeter un petit bout de papier dans une urne, il y a des gens qui se sont battus et même qui sont morts pour ça en fait. Ouais. Donc on a tendance à l'oublier. C'est pour ça qu'après les gens qui n'y vont pas voter, bon voilà. C'est ce que je voulais dire. Ça c'était la deuxième partie. Donc en fait c'est vraiment une exposition qui se déroule à The Factory, c'est ça? Alors pas du tout. Pour le coup elle se déroule à la médiathèque Achille Rouanet-Boisneuf, qui est donc l'ancienne mairie de Pointe-à-Pitre, qui est la mairie où il a été maire, donc ça me paraissait beaucoup plus logique qu'elle soit là. D'ailleurs on a reconstitué le bureau de maire d'Achille Rouanet-Boisneuf avec des objets qui lui ont appartenu, etc., etc. Donc l'exposition elle est vraiment en plusieurs dimensions. On a une partie où c'est des photos d'archives, des articles de presse que j'ai collectés justement dans mes recherches pour créer le documentaire, et en fait plus je cherchais, plus je trouvais tellement de choses, tellement d'infos, tellement de sources, parce que le gars il a fait vraiment beaucoup de choses, et je me suis dit il faut que je partage ça, il faut que les gens connaissent ce que ce gars-là ça a fait. Et plus je lis le truc, je me dis mais ça c'est mon arrière-grand-père, waouh, mon père ce héros quoi, tu vois, c'est une forme de responsabilité aussi voilà. C'est honnêtement moi je savais qu'il avait fait de grandes choses, parce que j'ai toujours eu cette histoire familiale qui m'a été racontée par ma grand-mère, etc., mais de la lire de la personne même qu'il a faite, c'est autre chose, c'est-à-dire que vivre ça de l'intérieur par la main même de celui qui a vécu ces événements-là, avec son ressenti, comment il a pu appréhender les choses, c'est tout à fait différent. Je dis ça, j'ai la chair de poule, parce que c'est vraiment, je me suis plongé dans ce bouquin qui pour moi est comme un film en fait. À la base, moi ce que je voulais en faire, c'est vraiment un film, même pas un documentaire, mais un film. Évidemment, c'est la deuxième étape. Ça c'est d'autres budgets. Il faut bien commencer par quelque chose. Ouais. Et donc comme je disais, l'expo elle est vraiment en plusieurs dimensions. Donc une partie où il y a des archives, des photos, etc. Une autre partie où il y a des objets, donc des objets qui lui ont appartenu et des objets d'époque qui lui ont pas nécessairement appartenu, mais que j'ai scénarisé dans le contexte. Et il y a également une partie audiovisuelle, notamment avec un petit film de Jean-Pierre Sainton, qui était le grand spécialiste d'Achille Rouanet-Boisneuf et qui nous a malheureusement quittés, qui devait faire partie du casting du documentaire. Mais bon. Donc en gros, cette expo lui est également dédiée à lui, Jean-Pierre. Donc c'est pour ça qu'il y a un extrait d'une des conférences qu'il a menées à l'UAG qui traite de ce sujet. Donc voilà. Donc l'exposition c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'au 20 décembre à la médiathèque Achille Rouanet-Boisneuf à Pointe-à-Pitre. Donc elle est ouverte du mardi au samedi de 9h à 17h. C'est gratuit, c'est bien sûr, puisque c'est un équipement public, et je pense que beaucoup de Guadeloupéens ne vont pas souvent là, mais c'est un très très beau bâtiment. Je vous invite vraiment à aller le visiter, parce que le bâtiment en lui-même est déjà un bâtiment classé historique, qui date de 1875 au passage, et donc le cadre en lui-même est déjà super. Et après l'expo, je me suis donné du mal, donc elle est bonne, elle est pas mal, ouais. Donc on invite tout le monde à aller voir. En plus c'est gratuit et c'est vraiment un pan de l'histoire qui est traité. Je pense que ça mérite vraiment d'aller voir ce type d'exposition.
exposition est de rendre hommage à nos ancêtres. Tout simplement. Et aussi, je remercie vraiment le département vraiment de m'avoir accompagné sur ce projet-là parce que c'est quand même quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et dès le départ, ils ont cru en ce que je proposais et j'espère même qu'on pourra faire ça peut-être pour d'autres personnages de la Guadeloupe parce qu'il y en a d'autres qui le méritent également. Voilà. Très bien, merci en tout cas d'être venu. Avec grand plaisir. On va maintenant aborder le sujet du livre Tibou, donc avec Patricia Bilba. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à la base auxiliaire de puériculture. Tout à fait. D'accord. Travailler en crèche. Oui. Et donc comment est venue Jusqu'à maintenant, oui. D'accord. Et comment est venue cette idée de livre et quel était l'objectif au départ? Alors, à la base, c'est que j'ai toujours écrit des petites histoires pour les collègues, pour les enfants à la crèche. Et tout le temps, on me disait, mais écoute, t'écris des superbes petites histoires, pourquoi ne pas essayer d'en faire des livres? Et ça me trottait déjà aussi dans la tête, mais j'imaginais pas un jour pouvoir arriver jusque-là. Et donc, j'ai franchi le cap, j'ai sauté le pas et de là, ça fait pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années seulement que je suis revenue en Guadeloupe et je m'intéresse vraiment aussi à la culture de chez nous. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un petit personnage qui raconterait des histoires mêlées de la vie courante de ce petit garçon, donc mêlées de traditions occidentale d'ailleurs, parce que de toute façon on y a le droit, et de culture de chez nous. Donc voilà, donc je prends comme thème les grands événements qu'il y a dans l'année. D'accord. Et j'en fais des petites histoires illustrées. Donc on voit à l'image on voit à l'écran plutôt quelques images de ce livre en fait. Donc il y a plusieurs petites histoires, vous en avez fait combien? Alors j'en ai écrit déjà pas mal, oui. Mais 2 seulement sont édités. Donc au jour d'aujourd'hui. La première donc c'est sur le carnaval, donc Tibou va au carnaval. Tout à fait. Et donc la deuxième c'est Tibou rencontre le Père Noël. D'accord. Donc c'est là où vous disiez qu'il y a justement cette rencontre avec peut-être les traditions un peu d'ailleurs et de chez nous, oui, parce qu'on y retrouve dedans les plats de chez nous, la préparation des plats de chez nous, de Noël d'antan quoi, le rassemblement des familles, le je fête et je vais voir les voisins. C'est vous qui avez dessiné? Non. J'écris juste. Juste, c'est déjà pas mal. Donc, les illustrations sont faites par un Guadeloupéen qui vit en métropole, qui est très connu ici. Qui s'appelle j'ai un truc de mémoire, excusez-moi. Tony Vivien. D'accord. Tony Vivien, qui est très connu d'ailleurs ici. Ok. Il a déjà fait de très belles images. Donc les 2 premiers, d'autres à venir, j'imagine. J'espère. Je compte sur je ne sais pas qui m'entendra pour sur les auditeurs de Canal 10, ça va déjà peut-être pour acheter. Alors où est-ce qu'on peut trouver ces ouvrages? Alors vous pouvez les trouver sur le site des éditions Nestor, à Cultura. La boutique de la presse qui malheureusement a connu des petits problèmes ces temps-ci. J'espère pour eux que les choses iront mieux dans quelques temps. À la FNAC aussi, je pense qu'on peut les commander parce que j'ai eu des interventions à la FNAC, donc je pense qu'on peut toujours les commander. Mais essentiellement à Cultura et aux éditions Nestor. Ou vous pouvez faire appel à moi. Oui, vous pouvez laisser un numéro de téléphone. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Patricia Bilba, ou sur Instagram. Est-ce qu'il y a des rencontres, des dédicaces de prévues bientôt? Il y a une dédicace prévue au mois de décembre, justement à Cultura. D'accord. Le 20 décembre. Je souhaite qu'il y en ait d'autres. Donc j'attends toujours des nouvelles des autres boutiques. Sinon, souvent je fais des dédicaces soit dans les crèches ou dans d'autres endroits. Je vais dans les écoles aussi raconter des histoires parce que j'adore raconter les histoires. D'accord, ça peut être intéressant aussi d'aller directement dans les écoles pour proposer vos ouvrages. En tout cas, merci d'être venu pour partager votre passion et votre art. Donc on va parler,
j'aimerais juste annoncer si possible. Oui, c'est possible. Alors, profitez de l'antenne pour annoncer ce qu'on organise demain à Factory, puisque quand même l'activité de Factory reste toujours là. Donc, pour l'instant, notre situation, comme vous le savez, est toujours un peu compliquée, mais les choses semblent un peu se débloquer. On aurait peut-être trouvé un local. Donc, il y a quelques bonnes âmes qui se sont penchées sur notre cas, visiblement. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Et nous, pendant ce temps-là, on continue le boulot. Donc, demain, on a une rencontre avec une autrice guadeloupéenne qui s'appelle Marie-Zizima Mirin et qui a donc écrit un bouquin qui s'appelle Lettre d'une future ancêtre à ses afro-descendants. Donc, c'est une sorte d'héritage qu'elle laisse à ceux qui viendront plus tard. Et je trouve ça plutôt intéressant comme façon d'aborder les thèmes de société actuels. Donc, pour ceux qui veulent participer au Café Littéraire, c'est toujours à The Factory, 56 rue Achille René Boisneuf. C'est toujours gratuit. De quelle heure, pardon? À partir de 19h. Et voilà, l'entrée est bien évidemment gratuite. Et voilà. D'accord, merci en tout cas. On va clôturer cette émission. Aujourd'hui, on a reçu monsieur Alain Morin, donc directeur du Crédit, où il nous a parlé des différentes initiatives qu'il a pu avoir, notamment en lien avec l'évolution institutionnelle qui s'est déroulée sur Fouillol et sur Paris aussi. On a aussi reçu Mathilde Sénésius, donc responsable du pôle travail social, qui nous a parlé du séminaire organisé par la CAF, Canopé fait ensemble, en lien avec les violences faites aux femmes, ainsi que Sonia Dorio-Rennes, qui représente l'association Combi de Femmes Caraïbes, donc qui organise ce samedi 25 une marche dans Pointe-à-Pitre. On vient de recevoir monsieur François-Xavier René Boisneuf, qui nous a parlé de son exposition Talons d'Achille, donc qui a lieu jusqu'au 20 décembre, donc gratuite, vraiment allez-y. Et on a vu avec Patricia Bilba, donc ces 2 livres Thibaut, donc l'occasion de féliciter et de soutenir ce projet donc pour nos enfants. Au niveau des titres, aujourd'hui nous avons vu le village éco-citoyen qui s'est déroulé sur le lycée Félix Proto, ainsi que la première édition du festival Guadamorphose Street Art, donc sur Pointe-à-Pitre, donc qui a démarré le 20, qui est jusqu'au 26, avec différentes manifestations, ateliers, hip-hop, mandala, street art. Il était aussi l'occasion de revenir sur la carrière de Vieux-Fort, où les politiques donnaient leur avis justement lié à cette exploitation, à la problématique liée à cette exploitation. Et on a vu aussi la conférence de presse qui s'est déroulée en lien avec la solidarité pour le peuple haïtien. Donc ça, c'était pour les titres du journal. On va terminer ensemble donc cette édition du ZCL. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé et on se retrouve demain. Bonne journée.